êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Je suis Laurence et vous écoutez la toute nouvelle émission Plein Phare, enseignement l'émission Acteur qui était diffusée les mardis à 15h30. Plein Phare sera diffusé les mardis à 11h et en direct. Une nouvelle émission parce que nouveau chroniqueur, nouveau format. Nous sommes maintenant à 1 heure d'émission par deux fois par mois. C'est-à-dire les premiers mercredis et les troisièmes mercredis. Les premiers mardis, et les troisièmes mardis dans le mois à 11h et en direct. Excusez-moi, c'est la toute nouvelle émission. Résultat, je m'y perds dans les dates. Nouvelle émission, nouveau chroniqueur et nous allons mettre en lumière les sorties parisiennes. En effet, qu'elles soient dans le domaine du spectacle, du théâtre, des lieux insolites et engagés, de la musique ou de l'exposition, voire même de la littérature, nos chroniqueurs vont vous inviter à des événements qui se passent sur Paris et dans sa banlieue. Nous partons donc cette fois-ci pour 1 heure de direct et on va essayer de vous donner des idées pour sortir dans Paris. Et pour ça, nos chroniqueurs sont là. Capucine. Salut Laurence. Comment vas-tu ? Très bien. Alors, toi, tu vas nous parler des sorties théâtre. Tout à fait. Et en même temps, tu proposes une petite chronique de lecture de textes en fin d'émission. Pour cette émission, ce sera Zoé qui sera chargée de lire un texte. Elle nous en parlera tout à l'heure, accompagnée de Hugues, notre ingénieur du son. Exactement, Laurence. Ça fait partie des nouveautés de ce nouveau format Plein Phare, de clore l'émission avec un petit temps de lecture d'un texte en lien avec ce dont on aura parlé dans l'émission. Et donc, en général, je lis, mais là, exceptionnellement, c'est Chloé. C'est Zoé, excuse-moi. Ça commence bien. C'est Zoé qui s'y colle et qui avait envie de nous lire un extrait du livre qu'elle va nous présenter. Et en même temps, on va suivre Aude aussi, chroniqueuse pour les sorties expositions à Paris. Exactement. Et moi, cette fois-ci, je vais vous parler de Liu Bolin, qui est à la Maison européenne de la photographie. En même temps, Mehdi aussi s'occupe pour les sorties comiques stand-up. Oui, tout à fait, parce qu'il est important de rire et que rire, ça fait plaisir. Et donc Zoé, tu vas nous parler d'un livre. Voilà, c'est ça. Moi, je m'occupe de la littérature en général et aujourd'hui, je vous ai choisi un chef-d'œuvre. Hein. Je pèse mes mots. C'est un chef-d'œuvre et j'ai très hâte de vous en parler. Et c'est pour ça que tu nous liras un extrait en fin d'émission. C'est ça. Alors peut-être à préciser que cette petite lecture d'extrait se fait en musique live avec notre ami Hugues qui est à la régie et qui pour l'occasion sort de sa cabine, prend sa guitare et accompagne le texte qu'il découvre en même temps que les auditeurs. Oui, bonjour Hugues. Et nous avons un petit coucou aussi pour Camille, notre rédac chef qui n'a pas pu être là et qui fera aussi des chroniques musicales. Et donc on retrouvera sûrement le prochain mardi, qui sera en début octobre. Et puis vous allez aussi découvrir la virgule de Fleur, qui sera des petits moments dans l'émission où Fleur va nous faire découvrir quelques artistes aussi au niveau musique. Tout à fait, c'est une virgule musicale, conceptuelle, qu'on a abandonnée totalement à la personnalité et aux idées de Fleur, notre petite Fleur. Mais tout de suite, je vais commencer par une chronique théâtre. Donc, je suis allée voir Swann s'incline poliment. C'est une création d'après Marcel Proust, une adaptation et mise en scène de Nicolas, excusez-moi si j'écorche son nom, Kersenbaum. Et qui est au Théâtre de Belleville depuis le 13 septembre et qui va se jouer jusqu'au 3 décembre. Alors, écoutez, on tombe carrément dans du Proust. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais revenir un petit peu dans l'ambiance proustienne. Donc, Swann s'incline poliment est une adaptation du côté de chez Swann. Et dans le côté de chez Swann, qui est le premier livre de la recherche du temps perdu, il y a un amour de Swann. Et donc voilà, l'adaptation vraiment va se concentrer sur Swann, son personnage, sa relation amoureuse avec Odette, et en même temps les salons, les cercles que Proust aime beaucoup. Et il va nous plonger comme ça dans les salons de la Belle Époque. Et donc on va découvrir un amour de Swann avec ce curieux personnage, Charles Swann, qui est richissime,
juif, ça aura son importance dans la recherche du temps perdu, puisque c'est comme ça que Proust pourra aborder le problème de l'affaire Dreyfus. Et donc, financier, riche, juif, respecté dans les plus grandes sphères de la haute société de la Belle Époque, va rencontrer un jour Odette de Crécy, qui, elle, est une petite cocotte toute simple, et bien loin des grandes dames. Et voilà, ces deux personnages vont se croiser et vont tomber amoureux. Et cette Odette de Crécy donc, connaît le cercle des Verdurins, le salon des Verdurins, puisqu'à l'époque de la Belle Époque, il y avait ces salons où on recevait. Et Madame Verdurin reçoit, avec le peintre Elstir, on va dire un petit cercle d'intellectuels, et elle se targue elle-même de ne pas être ces intellectuels-là. Donc il y a toute une espèce de caricature de la société, et avec tout ce qu'elle peut dénoncer de ces cercles-là. Mais on est vraiment sur une histoire d'amour. Et ça, c'est ce qui est remarquable dans cette adaptation, c'est que ça marche. Il a fait un très très bon travail au niveau du texte. Et donc on retrouve toute la fragilité de l'écriture de Proust sur cette histoire d'amour. C'est mignon comme tout, pour tout vous dire. Même si les personnages peuvent être affreux. Madame Verdurin est vraiment un personnage assez ignoble dans Un amour de Swann. Mais elle amène ce côté-là, c'est-à-dire on voit toutes les étapes de l'amour, et on passe de quelque chose de très fragile, de très beau, à quand Odette de Crécy en a un petit peu marre de Swann, alors que maintenant Swann est fou d'elle. Donc comment il en pleure, comment il s'en rend malade même. Donc on a vraiment tout ce passage-là sur à peu près 1h40 de pièce. Donc ça, c'est vraiment le côté réussi du spectacle. Et en même temps, on est dans quelque chose de très contemporain. Donc, au niveau de la scénographie, on est dans du moderne affiché, que ce soit dans les costumes, que ce soit dans les lumières phosphorescentes. On va avoir au fond du plateau une rangée de praticables surélevés avec des plantes vertes, grasses, petites, grandes. Et en même temps, derrière, une rampe comme ça avec ces tubes fluorescents, verticaux, qui s'allument, s'éteignent, se graduent. Il y a quelque chose comme ça de couleur rouge, de couleur bleue, qui vont casser un peu cette ambiance champêtre de départ. Et avec des oiseaux empaillés au milieu des plantes, il y a vraiment une idée de faire quelque chose d'un peu plastique, je ne sais pas comment dire, pour pas du tout tomber dans le côté réellement romantique de la chose, je pense. Et en même temps, il y a un plateau en avant-scène où il y a ce fameux salon où on est chez les Verdurins, avec quelque chose de plus chaud dans les couleurs. Et l'originalité de tout ça, c'est que nous sommes Charles Swann. C'est-à-dire que dès le début du spectacle, autant l'adaptation du texte est très bonne, autant on est dans une histoire d'amour, autant c'est nous, le personnage principal. Donc il y a une vraie interaction avec le public. C'est-à-dire qu'on nous parle, on nous adresse des répliques. Et ça, c'est pareil, c'est dans l'adaptation des dialogues. Il s'est vraiment débrouillé pour que ça finisse par « Qu'est-ce que vous en pensez, Charles ?» Et donc ça nous intègre complètement dans ces scènes-là. C'est vraiment là des petites trouvailles. Ça veut dire, Laurence, que le personnage de Charles n'est pas joué par un comédien? Non, absolument pas. Sauf à la fin, où il apparaît, parce que je vais terminer là-dessus. Charles, c'est nous. C'est ça qui est quand même super bien fait dans cette adaptation. Il a vraiment travaillé son rythme et ses adresses, parce que ça marche très très bien. Il apparaît juste à la fin. Quand il y a il se sépare pas, mais quand il y a le... Ne spoile pas, Laurence. Non, il se sépare pas. Ne spoile pas. Non, mais non, c'est sûr, il se sépare pas, je vous préviens. Il se sépare pas, ça va très très bien. Non, mais c'est quand il y a les moments de tension, où là, il lui laisse un moment parler, et donc c'est le comédien qui tout d'un coup prend son personnage. Donc ça, c'est il y a 3 découpes, Il y a ces scènes animées et du texte clamé. Donc on tombe dans certains monologues pour que les personnages puissent parler, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que Proust a un côté un peu philosophe. Et donc ça permet ça aux personnages de donner un peu leur profondeur, qui est plutôt réussi.
En revanche, voilà, mon petit bémol, c'est la musique. Donc, bon, ça fait plusieurs années, enfin, allez, on va dire 2-3 ans maintenant que le théâtre musical essaie de trouver une nouvelle forme, on va dire quelque chose un peu émergent. Et alors, on a cette tendance maintenant à mettre toujours un peu de musique dans les spectacles. C'est un peu dommage parce qu'il a fait une très bonne bande son. Évidemment, en plus, en faisant un clin d'œil à l'auteur, puisque la sonate de Vinteuil, qui fait partie d'un Amour de Swann, qui revient à chaque fois, là, est en fond sonore et c'est très bien amené. En revanche, il rajoute 3 chansons contemporaines qui n'ont rien à voir avec Proust, donc c'est écrit spécifiquement pour le spectacle. Et là, honnêtement, ça n'a pas l'écriture de Proust, ce n'est pas forcément nécessaire. En plus, la première comédienne susurre à peine le texte et il y a un moment comme ça un peu où elle se dénude. Donc en plus, au niveau de la mise en scène, du rythme et du pourquoi, du comment, tout d'un coup, on se dit ça s'emballe un peu et c'était pas forcément nécessaire. Mais toutefois, je le conseille parce que moi, j'ai vu plusieurs adaptations et plusieurs lectures. Et c'est l'une des premières où j'ai trouvé que l'adaptateur, metteur en scène, avait fait un sacré boulot avec intelligence. Et voilà, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Et ça fait, pour découvrir Proust, ça peut être une très très bonne idée. Alors, je vous invite donc à découvrir Swann s'incline poliment. C'est au théâtre de Belleville, comme je vous disais, jusqu'au 3 décembre, du mercredi au samedi, 21h15. Attention, l'horaire est un peu tardive et le spectacle dure 1h40. Et tout de suite, je vais laisser Camille nous proposer Nour si légère, qui sera en concert chez Madame Arthur le 28 septembre. Elle nous a fait cette proposition pour découvrir cet artiste-là, Nour si légère. On l'écoute tout de suite. Quelquefois, oui, j'ai beau faire tout ce que je lance retombe par terre et se broie, mais je me sens si légère avec toi. Il est des fois où me taire me rend plus forte et plus fière qu'autrefois, mais je me sens si légère avec toi. Vous êtes sur FPP 106.3 FM, vous écoutez la toute nouvelle émission Plein Phare. Et tout de suite, je vais donner la parole à Capucine, qui est allée voir la leçon de danse au Théâtre de l'Œuvre. Absolument, on va continuer, ça doit être le thème de l'amour aujourd'hui. Et avant de vous en parler, je vous propose d'écouter le teaser qui donne un avant-goût du spectacle. Bonjour, allez vous faire foutre. Par qui? Vous êtes qui? Adhémar Perrin, je suis votre voisin du 4e gauche. Vous voulez quoi? Je voudrais apprendre à danser. Ah ouais. Sur les bras. Le piano. Les deux. Fermez pas. C'est quoi, tu descends dans la rue, tu croises un éléphant tout blanc, tu lui dis quoi? Je lui dis
Et des fois, on te regarde et tu dis bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce matin? Tant que ça monte. Comment elle est tellement fermée, ta réalité est tellement cartésienne, est tellement étriquée, je sais pas où. Va plus loin, les frontières kiffent, tu vois. J'avais dit, il fallait pas qu'on me touche. Non, pas la bouche. Voilà. Wow, voilà. Là, il m'ont passé. Là, t'as touché. Là, il y avait la bouche, là. Il y avait la bouche. C'est pas fait. Ah. Et si on se serrait la main, comme deux bons amis, si on imaginait. D'accord. Ah, c'était bien. Mais c'était bien, ce spectacle. Ah, je le pose direct. J'ai adoré ce spectacle. Ça leur va à merveille, Andrea Bescon et Éric Métayer. Alors, pour revenir un petit peu sur l'origine de ce spectacle, c'est un spectacle d'un auteur américain qui s'appelle Marc Saint-Germain, qui est un écrivain qui a été maintes et maintes fois récompensé, qui a écrit pour la télévision, qui a écrit pour le cinéma, qui est notamment un des auteurs du Cosby Show, pour ceux qui s'en souviennent. Ah oui. Et Andrea Bescon et Éric Métayer ont découvert ce texte et c'était l'évidence. Andrea Bescon, c'est une danseuse qu'on connaît bien maintenant puisqu'elle a écrit un spectacle qui s'appelle Les Chatouilles sur la pédophilie et pour lequel elle a remporté un Molière. Ce spectacle a été mis en scène par Éric Métayer. Le succès de ce spectacle et de ce duo Métayer-Bescon est tel que le spectacle est maintenant porté à l'écran dans une adaptation au cinéma qui réunit entre autres Karine Viard, Clovis Cornillac. Donc autant dire que le duo Bescon-Métayer fonctionne, c'est parti. Éric Métayer, c'était un très grand improvisateur, il a été champion du monde, il a reçu des Molières pour ses mises en scène, notamment les 39 marches. Oui. Et les voilà réunis dans une comédie romantique légère et extrêmement pétillante. Alors on l'entendait déjà dans le teaser, c'est très rythmé, très musical, ça commence par « Bonjour, allez vous faire foutre ». Oui. Au cas où on n'aurait pas compris. Alors le pitch, c'est deux personnages, Senga, qui est une danseuse qui ne peut plus danser, et Adhémar, qui est un scientifique qui ne supporte pas qu'on le touche. Ces deux-là habitent dans le même immeuble, et Adhémar a un problème, c'est qu'il est obligé de participer à une soirée de gala à laquelle il va falloir qu'il danse, ce qui est évidemment pour lui un problème majeur, puisqu'il ne supporte pas d'être touché, qu'il n'est absolument pas dans le corps. Ça commence fort, Senga est totalement infect et Adhémar est insupportable. Ces deux-là n'ont absolument rien pour s'entendre. C'est évidemment une période de dépression, de difficulté pour Senga, qui est toute seule chez elle, qui lutte contre cette jambe qui est dans une espèce de plâtre d'attelle. Donc elle ne peut plus danser, évidemment c'est l'enjeu pour elle. Et la magie opère dans un humour décapant. C'est une pièce extrêmement bien écrite, c'est dans le rebond et ça leur va très très bien. Alors ils ont fait un gros travail d'adaptation parce que c'est une pièce américaine avec des références américaines et un humour plus américain. Donc il y a eu une adaptation d'une part et d'autre part, les deux se sont permis d'aller travailler avec nos références françaises, avec notre humour français, avec tout ça. Et ça marche du feu de Dieu. Les scènes de corps sont à pleurer de rire, mais à pleurer de rire. Je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même une scène dans laquelle Adhémar se dit qu'il va quand même falloir qu'il s'entraîne à serrer la main. Entendons bien, c'est un mec qui ne supporte pas d'être touché. Donc quand Senga s'assoit sur le canapé à côté de lui, il fait 2 mètres en arrière au cas où. Oui. Par mesure de précaution. Donc le serrage de main, c'est quand même un enjeu terrible. Et donc il y a le premier exercice de serrage de main, le deuxième avec la double poignée, parce qu'il y a des gens qui mettent les 2 mains. Et quand arrive le moment de l'accolade, je vous jure qu'on ne respire plus. C'est-à-dire qu'ils arrivent à nous transformer un moment purement drôle en presque un moment de suspense. Adhémar va-t-il supporter le contact en sachant que monte entre ces deux personnages, si différents soient-ils, le désir, ça leur fait du bien d'être ensemble. Ils se font du bien. Oui. Ils se font du bien et puis ils commencent à se plaire. Alors il y a des scènes aussi fantastiques d'Adhémar qui se prépare derrière la porte. Comme un gosse, quoi. Comme un gamin de 14 ans, il prend des fleurs, ne prend pas des fleurs, il prend des chocolats. Non, il prend pas les chocolats, il prend les deux. Non, finalement, il va revenir qu'un sac en plastique. Et vraiment, on est en tendresse avec eux. Évidemment, ce sont des personnages qui sont blessés et qui vont venir là un petit peu se réparer, se faire pansement. Oui, mais je pense que là, ce dont tu es en train de nous parler, c'est clairement un duo, un binôme. Absolument.
C'est ça qu'on va voir. Alors, couple à la ville, par ailleurs, couple sur scène, et puis couple artistique, avant toute chose, je crois. Ouais. Vraiment, ils se sont rencontrés autour des 39 mars, je crois, et ils n'ont plus cessé de travailler ensemble. Oui, donc ça se sent sur le plateau, on voit une complicité. Ouais. Ouais. Ils se connaissent par cœur, ils sont très talentueux séparément, ils sont très très bons ensemble, il y a une osmose magnifique. Moi, j'avais jamais vu Éric Métayer sur scène, j'ai pris la claque de ma vie, quoi. Ah oui. Il est d'une justesse, parce que c'est un personnage qui est quand même pas évident à traiter. C'est un personnage qui est dans un corps complètement serré, comme ça, contraint. Éric Métayer l'incarne à merveille. Bescon, en face, c'est une danseuse qui est complètement à l'aise dans son corps. Je vous jure que quand elle débarque dans le salon avec une espèce de brassière, un mini-short, elle démarre au bord de la crise cardiaque, quoi. Quand même un garçon qui a jamais touché une femme de sa vie, par voie de conséquence. Donc voilà, c'est une comédie légère, extrêmement drôle. Je vous jure, je suis un public difficile, moi, avec l'humour. Je rigole pas beaucoup. Mais là, les éclats de rire sortaient de moi sans même que je m'en rende compte. La salle était très, très enthousiaste. Je suis allée voir la première. On sait que les premières, c'est toujours des moments fragiles. C'était vachement, vachement bien. Donc c'est quand même une pièce qui joue jusqu'au 31 décembre. Donc je vous invite à aller la voir. Vous allez passer un super bon moment. Ça rend un peu amoureux quand même, en plus, et ça, c'est bien. Ça nous emmène un peu sur cette espèce d'endroit où on a un peu un sourire niais collé au visage, et puis c'est bien, ça fait du bien de temps en temps. Ça joue donc au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 31 décembre, du jeudi au dimanche. Vous pouvez réserver vos places au 01 44 53 88 88, ou bien sûr sur le site internet du Théâtre de l'Œuvre. Courez voir cette leçon de danse et marrez-vous. Merci Capucine pour toutes ces informations que l'on retrouvera sur le Facebook et la chaîne YouTube de Plein Phare. Et puis avant de partir sur les traces de Marco Polo que je suis allée voir au Théâtre de la Bruyère, je vous invite à écouter Des pays de Mano Solo. Ta 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 ta. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Plein Phare, je vous amène au Théâtre de la Bruyère et effectivement si j'ai choisi des pays pour parler du spectacle que j'ai vu, donc Marco Polo et l'Hirondelle du Camp, c'est bien parce que Marco Polo part en aventurier. Et donc voilà, je voulais aborder ça avec vous, c'est-à-dire que le metteur en scène Éric Bouvron, alors pareil, je vais revenir un petit peu sur Éric Bouvron,
qui avait mis en scène Les Cavaliers de Joseph Kessel avec Grégory Baquet, et qui avait joué aussi au Théâtre de la Bruyère et qui avait fait un vrai succès public, ainsi qu'un Molière. Voilà, Éric Bouvon voulait continuer sur les histoires comme ça, les légendes anciennes, et aussi aborder ce que voulait dire le code d'honneur à l'époque. Et donc, il va rester dans cette continuité des cavaliers en montant le Marco Polo et l'hirondelle du camp, avec un spectacle construit de courtes scènes et puis rythmé par des ambiances musicales, sonores, visuelles. Donc, on a quelque chose d'une mise en scène réussie, qui est efficace, avec, il utilise des effets qui marchent à tous les coups et qui vont donner comme ça une impulsion de jeu. Et on va donc se retrouver dans un autre temps. Nous suivons cette fois-ci Marco Polo en Mongolie et en Chine, qui est attendu, lui, depuis un moment par le petit-fils du grand Mongol Genghis Khan. Alors, il s'appelle Kublai Khan, la personne qui est le petit-fils du grand Mongol. Et Marco Polo, lui, va arriver un petit peu en retard d'un trajet. Donc, Marco Polo est un marchand, ne l'oublions pas. Et il arrive comme ça un peu sur des terres inconnues, avec des rites qu'il ne connaît pas forcément, et ses habitudes vont être un petit peu chamboulées, et voire désorientées. Et puis, il va tout d'un coup tomber sous le charme de la 4e femme de ce grand Khan, qui est une hirondelle, qui est belle, très très bien jouée. Et nous allons, voir une histoire d'amour, pareil. On est vraiment sur l'amour sur le théâtre en ce moment. Et par là, Marco Polo va, lui, à enfreindre la règle. Il est tombé amoureux de cette femme qui ne lui appartient pas. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'évidemment, ce serait tout vous dire. Mais voilà, va se confronter des codes d'honneur, va se confronter quelle est la différence entre un guerrier et un marchand et comment ces civilisations se rencontrent. C'est efficace, comme je vous dis. Si vous n'avez jamais vu un spectacle d'Éric Bouvron, c'est vraiment à voir. Au niveau du casting, un très bon casting. Un petit clin d'œil à la chanteuse lyrique, Cécilia Meltzer, qui va ponctuer elle aussi la pièce, parce que je vous ai bien dit, il y a des effets sonores et donc lyriques aussi qui accompagnent cette pièce et qui fait aussi tout son intérêt. C'était le cas déjà dans Les Cavaliers. Moi, j'ai vu Les Cavaliers, j'ai pas encore vu l'Hirondelle du Khan, mais je vais y aller, notamment pour aller voir Jade Fangia, qui est une actrice fabuleuse. Qui joue l'Hirondelle. Qui joue l'Hirondelle. Ce sont des fresques. Ce sont des spectacles qui nous emmènent dans un autre univers sonore, visuel. On nous emmène dans une autre époque. Et j'ai rarement vu au théâtre des pièces capables comme ça de nous transporter si loin dans le temps. Absolument, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on est dans un autre univers, donc c'est vraiment accessible à tout public. Et puis, il y a ce côté légende qui fait aussi qu'on repart avec une petite morale, aussi, dans toute cette histoire-là. Ça se joue donc au Théâtre de la Bruyère, du mardi au samedi à 21h. Les locations 01 48 74 76 99. Et voilà, la partie théâtre, sortie théâtrale se termine. Et avant de retrouver Aude donc pour les expositions, la Virgule de Fleurs qui nous propose de découvrir aujourd'hui le groupe français Bessa. Bessa compose et chante avec une fluidité cristalline, de ses mots aimant la belle rime et l'allitération, roulant dans les médiums veloutés. Tendre et fougueux, le texte de l'homme à l'animal évoque un couple en proie à la passion, celle d'un chemin de croix où l'on tombe 3 fois au moins. Il s'effondre, elle se penche dans l'ombre d'une pietà vénitienne, pour un bouche à bouche salvateur distillé tout au long de cette ballade sensuellement trip-hop. L'album éponyme est sorti chez le Wood Capitol et tous les titres sont dorés à leur fin. Suivez cet oiseau rare nommé Bessa sur sa page où l'on reste informé des prochains concerts. On écoute Bessa de l'homme à l'animal. Tout au fond de ses yeux, teinté de gris, teinté de noir, mais jamais plus teinté de bleu. Le ciel se voile au-dessus ce soir. Quand l'air se déchaîne jusqu'au bout de mes ailes, l'orage pose ses dernières forces pour que l'envol redevienne frêle. Et le vent souffle si fort ce soir. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. L'orage s'installe dans ses mains, dans ses gestes, les mouvements s'emballent, il étouffe et je rêve.
Les crédences autour de moi, elles m'accompagnent. Étant l'escorte qui sera mienne, ils me désarment et puis me gagnent. Et je leur cède à cœur ouvert. Les larmes coulent dans les flammes et les éteignent. Après les larmes vient le silence. Il dit qu'il reste, il dit qu'il m'aime. Et je l'accueille à bras ouverts. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. L'orage s'installe dans ses mains, dans ses gestes. Les mouvements s'emballent, il étouffe. Et je reste là à le voir manquer d'air. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. Tout s'installe dans ses mains, dans ses gestes. Les mouvements s'emballent, il en crève. Et je reste là, juste au bord de l'enfer. Merci Fleur pour cette petite parenthèse et on te retrouve tout à l'heure pour une deuxième virgule. Et tout de suite alors, Aude qui va nous parler donc des expos sur Paris et dont Ghost Story, une exposition qui met en lumière le travail de Liu Bolin. Je me trompe pas ? Exactement, c'est bien Liu Bolin dont je vais parler. Mais je vais également parler un tout petit peu de la MEP parce que j'étais agréablement surprise en me rendant à la MEP. Il y est présenté plusieurs artistes, notamment Hicham Bernoud, qui présente son pays, le Maroc, en mutation dans le cadre de la 2e biennale de photographie du monde arabe, d'un duo, Richard et Pablo Bartolomé, les clichés du père et de son fils qui s'entrecroisent entre réfugiés et migrants de l'Inde des années 70. J'ai aussi vu Farida Hamak, travail incroyablement poétique et intimiste d'une femme qui a grandi dans le sud désertique de l'Algérie. Et elle valorise un territoire oublié qu'elle a quitté, elle avait 6 ans, et revient là où le temps semble s'être suspendu. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, je vais vous parler de Liu Bolin. Alors on y va. En fait, il y a tellement d'expositions. Cette rentrée. Ouais. Ah oui, oui. C'est incroyable. C'est un lieu d'exposition, c'est ça la MEP ? Exactement, c'est la Maison européenne de la photographie. D'accord. Et on y retrouve plein d'artistes. Normalement, en général, par le passé, il y avait 1 ou 2 expositions. Là, il y en a à foison. Et toutes très intéressantes. Mais celle dont tu nous parles... Voilà, c'est celle de Liu Bolin. Alors tout d'abord, c'est des photos de paysages urbains. Mais très rapidement, on y découvre, comme une incertitude, une silhouette dissimulée. Liu Bolin, son procédé d'exécution est plutôt clair. Il s'aide d'une équipe d'assistants qui le peignent et le font fondre dans l'environnement qu'il choisit. Il le peigne, il lui peigne le corps, les vêtements Il le camoufle. D'accord. Donc oui, corps et vêtements. Exactement. Mais en fait, juste pourquoi en fait, il a décidé de procéder de cette manière ? C'est relativement simple. C'est en novembre 2005, alors qu'il travaille dans des ateliers partagés en tant que maître sculpteur à Xiujia, province de Beijing. Dans le centre historique, les habitants se font expulser et il se fait détruire son atelier en vue de l'embellissement de la ville pour les Jeux Olympiques. Youhou ! Attends, que je comprenne bien. Ça veut dire qu'il travaille à Beijing et qu'il y a un quartier qui est détruit pour pouvoir construire du bâtiment pour les Jeux Olympiques. Exactement, voilà. En 2005. Donc c'est un événement déclencheur qui, du coup, pour exprimer sa colère, son indignation et son impuissance face à cette situation, il décide de faire des autoportraits où il joue avec le visible et l'invisible. Son choix, c'est une lutte silencieuse, une protestation pacifiste, où il s'engage à dénoncer les problèmes politiques et de censure de son pays, les traditions de la culture de Chine et les médias et liberté de la presse. Notamment, on le verra se présenter devant un déploiement de Charlie Hebdo, où il s'efface complètement. Déguisé en Charlie Hebdo ? Exactement. J'ai juste une question, Aude. S'il a commencé donc, ce travail en 2005 de camouflage à l'intérieur des décors urbains, qu'est-ce qu'il faisait avant ? Avant, il était maître sculpteur. Il a fait l'école des beaux-arts de Beijing et il enseignait la sculpture. D'accord. Et en fait, pourquoi moi je l'affectionne autant ? En fait, c'est parce qu'il a un protocole
tel Bent et Hilla Becher. Je ne sais pas si vous connaissez le couple allemand de l'école de Düsseldorf des années 60. Non, c'est principalement un protocole aussi difficile, c'est-à-dire que c'était principalement des photos frontales où il n'y avait pas d'ombre, pas de nuages dans les prises de vue, il n'y avait pas de perspective. C'est un petit peu la même chose. Du Bolin, il présente un peu ses photos de la même manière. Il est droit, immobile, les yeux fermés. Il fait le choix aussi de s'habiller en tenue militaire et il reste figé des heures jusqu'à ce que la lumière soit là, comme une sculpture vivante, tout simplement. Il n'y a pas de trucage, pas d'ajustement colorimétrique visible à l'œil nu. Son œuvre phare, c'est cette photo devant son atelier détruit. Elle marque, parce que justement, il est devant... il est impuissant ruines, devant des ruines. Il est impuissant, les bras le long du corps, et au lieu de crier ou de protester, il se peint et il s'efface devant son atelier en métaphore d'un procédé de lutte, en fait. Mm-hmm. Ce qui est assez déroutant face à ces images, c'est qu'on met du temps à le voir. Exactement. Il faut le chercher. On voit, tiens, c'est marrant, hein, sur le toit, il y a un petit... on commence à voir le corps qui se dessine. Oui, mais en général, il est souvent au centre de l'image. Mm-hmm. Je vais simplement finir pour dire que cette exposition se tiendra jusqu'au 29 octobre à la MEP. Elle est également en jumelage avec la galerie Paris-Beijing, rue Turbigo, jusqu'au fin octobre également. Et elle sera à la galerie des enfants du centre Georges Pompidou jusqu'au 8 janvier. Voilà. Merci Aude. Peut-être aller voir cette exposition pour les auditeurs de Plein Phare. Et avant de laisser la parole à Mehdi et les stand-up à Paris, la deuxième virgule de Fleur qui nous fait découvrir la voix envoûtante, et j'espère que je vais bien prononcer son nom, de Jib Mo. Jib Mo sort son premier titre prometteur, Lonely Feelings, un blues futuriste au paysage brumeux, sur un texte émouvant, révélé par sa voix de dark crooner à la Tom Waits. Il y a du gospel et des chœurs, un peu de Porgy and Bess dans les cuivres qui se changent en synthétiques nappes massives et pesantes, peu à peu enveloppant ces beats feutrés et néanmoins traînant comme une chaîne de forçat. L'errance, la solitude, la marche inévitable vers l'avenir, tels sont les atermoiements de l'âme défilant grâce à la précision des arrangements. Au fond, ce titre invite à relever la tête vers le soleil. Il faut s'éblouir, se convaincre d'ouvrir les yeux. Jib Mo a signé chez Animals 63, le label de The Blaze. Souhaitons du live à ce projet neuf, low tempo et terriblement blues. Nous écoutons Jib Mo, Lonely Feelings. Lonely feelings. Lonely feelings. Lonely feelings. There's something my soul is just ineffable, mesmerizing. Search those hidden colors, only visible, closed eyes, ears up and I see them. Lonely feelings, unbelieving. And I roam again. I ain't got nothing on my own again. But I never felt so close to them. My only feelings, lonely feelings. Lonely feelings.
Vous êtes sur FPP 106.3 FM, vous écoutez l'émission Plein Phare consacrée aux sorties parisiennes et vous venez d'entendre Jibmo. Et nous sommes là pour vous trouver les bons plans ou les plans à éviter à Paris. Et Mehdi, cette semaine, tu vas nous parler des stand-up in English. Yeah. Coucou les auditrices et les auditeurs de Plein Phare. Et si Paris était la capitale du stand-up américain, anglo-saxon, en anglais, mais que sais-je. En fait, j'ai remarqué ces dernières années qu'il y a de plus en plus de stand-up en anglais à Paris et que ça marche et qu'il y a du monde et qu'on rigole et qu'il y a une bonne ambiance. Donc voilà, je me suis dit, tiens, on va faire une chronique sur ça. Donc tous les mercredis, il y a l'English Open Mic. Donc c'est la seule vraie scène ouverte en anglais. C'est-à-dire même les petits Frenchies vont s'essayer à la langue de Shakespeare. Donc c'est à 19h au Paname. Donc c'est une super bonne ambiance. En plus, toutes les semaines, il y a des thèmes, il y a des invités guests. Et c'est simple pour s'inscrire. Il suffit de participer à l'événement, de le partager. C'est gratuit. Il y a une entrée peut-être. C'est sur consommation et sorti au chapeau. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans les stand-up en anglais, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Il n'y a pas cet esprit de compétition qui est un peu malsain en français. Parce que comme s'il y avait une sorte de Saint Graal et tout. En anglais, il n'y a pas vraiment d'enjeu. On est vraiment là pour rigoler, pour apprendre, pour progresser. Et du coup, c'est des super bonnes ambiances. Et au Paname aussi, il y a des Comedy Square qui est tous les jeudis, qui est un plateau pour le coup, c'est-à-dire c'est des artistes choisis, programmés. Il y a aussi le New York Comedy Night. Ça, c'est un gros plateau avec les stand-uppers américains costauds de la capitale. C'est au Sogymnase et on retrouve Sébastien Marx qui a un spectacle en anglais et en français et qui l'anime tous les vendredis au Sogymnase. On a... Oui, j'avais une petite question. Oui, dis-moi, Capucine. J'avais une petite question, Mehdi. Alors, c'est en anglais, on a bien compris. Est-ce que les références sont anglophones aussi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, sans avoir de connaissance de l'humour anglais et des références, quand même se marrer ? Après, on ne comprend pas toujours tout, mais après, ça reste quand même très, très accessible. Et ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de gens, de Français, qui veulent progresser en anglais viennent. C'est qu'on pourrait croire que c'est un peu un repère à expat, à touristes, à franco-anglais. Mais en fait, non, il y a des gens, ils viennent pour progresser, pour parler, pour écouter. Et les humoristes, ils sont très accessibles, ils sont très cool, ils sont vraiment posés, ils sont là, ils te parlent, ils rigolent avec toi. Donc, oui, c'est pas forcément enfermé dans la culture américaine. Non, c'est vachement ouvert. Puis c'est souvent, il y a pas mal d'humoristes qui vivent à Paris, qui vivent en France, qui sont profs, qui sont ingénieurs, qui sont dans la communication. Et à côté, ils font du stand-up à l'américaine, mais à Paris. Ok. Et on a aussi, je disais, il y a aussi le What the Fuck Paris, qui est What the Fuck Paris. What the Fuck Paris. Et ça, pour le coup, c'est un peu contre les Parisiens. En fait, c'est tous les expats qui viennent tous les samedis soirs pour critiquer Paris. Et ça aussi, il y a pas mal de Français qui viennent pour voir ce que les expats pensent de nous. C'est un peu toute leur frustration. Oui, Zoé ? Mais du coup, What the Fuck Paris, c'est pas tiré de cette émission qu'il y avait eu sur Canal+, What the Fuck France. Ah oui. Avec ce gars qui parlait en anglais. Ouais. Bah, ils lui ont piqué ça, c'est Paul Tyler. En fait, non, c'était bien avant Paul Tyler. Et c'est un peu grâce aussi à Paul Tyler qu'il y a eu tout cet engouement. Mais effectivement, il y avait What the Fuck Paris. Après, il y a eu l'émission sur Canal+, What the Fuck France. Et maintenant, c'est What Up France. Oui. Mais tu parles vachement bien anglais, Mélie. Moi, depuis que je suis en France, on me prend pour un Américain. Je suis américain. Et What the Fuck Paris, ils sont là, ils parlent de tout ce qu'ils n'aiment pas chez les Parisiens, de leur frustration, de la vie parisienne. Vas-y, une petite liste courte de ce qu'ils n'aiment pas chez nous. Le stress, la pollution, les embouteillages, le fait que les Français se plaignent toujours, qu'ils tirent tout le temps la gueule du fait qu'ils fassent pas beau. Ils rebondissent pas mal sur l'actu. Et aussi, ce qui est bien dans cette scène, c'est une scène d'improvisation. C'est-à-dire que le public participe
Et du coup, il y a pas mal de gens qui sont pas très à l'aise en anglais qui sont là et qui essayent de participer avec les humoristes pour improviser avec eux. Et à la fin même, en fait, je pense qu'il y a même une sorte de tirage de mots. Ils tirent des mots dans un chapeau. Et après, les humoristes écrivent le nom de leur intervenant préféré du public et la personne gagne un verre. Enfin, il y a un petit système un peu comme ça. Mais c'est un côté slam, ça, l'histoire du C'est un côté T'as dit ton alcoolisme. slam, t'as droit à un verre. Non, c'est que pour les alcoolos. Non, c'est les alcools. Et donc, c'est super sympa. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans ces ambiances, c'est vraiment, ils sont très avenants. Il y a une très bonne ambiance. Et je reviens au théâtre de l'œuvre qui a commencé hier à programmer une fois par mois des gros humoristes anglo-saxons. Donc hier, il y avait Ryan Hamilton, qui est le coup de cœur de Gad Elmaleh, parce que Gad Elmaleh maintenant a commencé une carrière internationale aux États-Unis où il fait du stand-up en anglais. Et son coup de cœur, c'est Ryan Hamilton qui est passé hier au théâtre de l'œuvre. Et chaque mois, le théâtre de l'œuvre propose avec une soirée à thème où il y a un guest américain ou anglais qui propose son spectacle. Ça s'appelle One Night Stand et c'est tout le spectacle en anglais de quelqu'un connu. D'envergure. D'une star anglo-saxonne. Est-ce qu'il y a des Australiens aussi ? Sans doute, je pense, oui. Après, je ne leur demande pas tous leurs origines. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus ? Allez-y, parce que franchement, c'est frais, c'est drôle. En général, ça coûte pas cher. C'est soit sur consommation, soit c'est un petit ticket. Et il y a des bonnes ambiances et on rigole bien. Et in English, please. Merci Mehdi pour tous ces conseils avisés. Et on va tout de suite rester chez les Américains, puisque Zoé, tu vas nous parler d'un Italien. D'un Italien, mais l'histoire se passe à New York. Et alors, c'est vrai. Elle était magnifique, cette transition, Laurence. C'est New York dans les années 20. Non, mais tu vas tout nous raconter. Effectivement, il y a la rentrée littéraire, mais il y a surtout ce livre qui t'a beaucoup parlé. C'est ça, la rentrée littéraire, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est l'événement du côté de la littérature. Personnellement, j'ai pas encore trouvé mon énorme coup de cœur dans cette rentrée. Du coup, qu'est-ce que j'ai choisi de faire ? De vous présenter un livre qui est sorti il y a 1 an, mais qui est tellement magnifique. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre. C'est un chef-d'œuvre. Il y a des livres qui marquent, il y a des livres qui remuent, qui chamboulent, qui laissent une trace. Souvent, on les appelle justement des chefs-d'œuvre. Le Gang des rêves en fait partie. Le Gang des rêves, c'est quoi ? C'est un roman d'amour, c'est un roman d'apprentissage, un roman d'aventure, un roman noir. C'est un drame, tout en étant aussi un roman lumineux. Une histoire qui se déroule sur plusieurs années, une histoire comme on en fait rarement. Essayer de résumer ce pavé de près de 1000 pages n'est pas chose facile, mais aujourd'hui, pour vous, je vais essayer de m'y atteler. Alors, bravo Zoé, merci. Allez. Alors, le roman commence en 1909. Seta, c'est une jeune Italienne de 15 ans. Elle débarque aux États-Unis avec son jeune fils né d'un viol. Mais le rêve américain reste un rêve et elle se retrouve à devoir travailler dans une maison close de New York pour pouvoir subvenir et à ses besoins et surtout à ceux de son fils, Christmas. Pour elle, il n'y a qu'un objectif, Christmas deviendra un vrai Américain. Il ne sera pas juste un immigré italien, ce sera un Américain. À partir de là, on fait des allers-retours dans le temps à chaque chapitre. Quasiment un chapitre sur 2, on va avoir la vie de Seta, donc en 1909, et la vie de Christmas, 15 ans plus tard, jeune adolescent. Lui, il passe son temps à traîner dans les rues et à jouer au gros dur, mais sa vie se retrouve chamboulée le jour où il rencontre Ruth. Moi aussi, j'ai un bon accent. Tu veux demander à Mehdi pour... Alors, Ruth, c'est la petite fille de famille juive, aisée, qui n'a jamais connu la galère et n'a jamais manqué de rien. Mais elle a l'esprit rebelle et elle décide un jour de désobéir à ses parents. Elle sort avec Bill, le jardinier au rire communicatif. Mais Bill... Au début, c'est un personnage qui lui donne envie qui lui dit qu'il y a autre chose dans le monde, que sa maison, que sa fortune, que ses parents, que sa petite vie bien rangée, et il a envie de lui montrer ça. Sauf que très vite, Bill se relèvera ne pas être le charmant jeune homme qu'elle croit. À la fin de la soirée, il la viole, la frappe et l'ampute d'un doigt avant de la laisser pour morte au milieu de nulle part. Je vous le dis, les situations sont dramatiques. Il y a des scènes glauques, il y a des scènes noires, mais il ne faut pas s'empêcher de lire ce livre en se disant non, c'est pas pour moi, j'aime pas quand c'est noir, j'aime pas quand c'est violent. C'est un livre lumineux qui part d'un drame et qui vraiment nous apporte vers quelque chose de magnifique.
je reviens à ma petite histoire. Elle est laissée là pour morte. Et c'est Christmas qui va la trouver et il tombe instantanément fou amoureux d'elle. Elle a le visage couvert de sang, elle a des plaies, elle est défigurée, il lui manque un doigt. Et lui, tout ce qu'il voit, c'est ses magnifiques yeux verts. À partir de là, on va suivre tous ces destins mêlés, se séparer, se retrouver, s'aimer et plus encore. Le gang des rêves, c'est tout d'abord des personnages. Luca Di Fulvio, l'auteur, sait comment parler de ces personnages. Il sait comment les rendre attachants ou au contraire détestables. On se prend au jeu de savoir ce qu'il va se passer pour Seta, Christmas, Ruth ou encore Bill. On suit sa fuite pendant tout le roman. Mais ce roman, c'est aussi un background, une histoire des États-Unis qui paraît encore trop moderne. Le roman de l'immigration, de la pauvreté, de la lutte des classes, des logements délabrés, des gangs, de la violence. Une époque qui semble lointaine, mais qui finalement, au regard des événements plus ou moins récents, ne l'est pas tant que ça. C'est aussi un roman qui parle d'une époque formidable, le théâtre, Broadway, les prémices du cinéma parlant et l'âge d'or de la radio. On navigue dans ces univers qui font rêver. Certains de nos personnages vont s'y trouver une vocation. C'est un roman qui donne à réfléchir. Il laisse une marque indéniable. Vous savez, ce genre de livre qu'une fois refermé nous laisse... Alors du coup, pas un goût amer, mais vraiment un goût de tendresse, de nostalgie. Ce livre est merveilleux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant aimé un roman. Quand on est libraire, comme moi, on a tendance à lire souvent de très, très mauvais romans. De ne pas les lire jusqu'au bout et de chercher inlassablement la perle rare. Et on ne prend pas le risque de se lancer dans un pavé de 1000 pages si les 100 premières ne nous embarquent pas. Alors là, je vous le dis sans crainte, allez-y. Ne perdez pas une seconde, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre que vous retrouverez du coup dans toutes les librairies, normalement. Donc c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio aux éditions Pocket, que vous devrez retrouver vers 9,30 €, 40 je crois. Ah oui, accessible quand même. Ah oui, c'est un livre de poche. Alors, 1000 pages, mais vraiment, voilà, je vous dis, c'est ce genre de livre. Moi, je me forçais, je l'ai lu cet été, et je me forçais à m'arrêter pour pas le finir trop vite, parce que c'est vraiment... D'en profiter au maximum. C'est ça, c'est merveilleux. Avant d'en écouter un extrait que tu vas nous lire accompagné de Hugues, on va écouter dans la pause musicale David. Bonjour, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Je suis Laurence et vous écoutez la toute nouvelle émission Plein Phare. Enseignement, l'émission Acteur qui était diffusée les mardis à 15h30. Plein Phare sera diffusé les mardis à 11h et en direct. Une nouvelle émission parce que nouveau chroniqueur, nouveau format. Nous sommes maintenant à 1 heure d'émission par... deux fois par mois, c'est-à-dire les premiers mercredis et les troisièmes mardis. Les premiers mardis, et les troisièmes mardis dans le mois à 11h et en direct. Excusez-moi, c'est la toute nouvelle émission. Résultat, je m'y perds dans les dates. Nouvelle émission, nouveau chroniqueur et nous allons mettre en lumière les sorties parisiennes. En effet, qu'elles soient dans le domaine du spectacle, du théâtre, des lieux insolites et engagés, de la musique ou de l'exposition, voire même de la littérature, nos chroniqueurs vont vous inviter à des événements qui se passent sur Paris et dans sa banlieue. Nous partons donc cette fois-ci pour 1 heure de direct et on va essayer de vous donner des idées pour sortir dans Paris. Et pour ça, nos chroniqueurs sont là. Capucine. Salut Laurence. Comment vas-tu ? Très bien. Alors, toi, tu vas nous parler des sorties théâtre. Tout à fait. Et en même temps, tu proposes une petite chronique de lecture de texte en fin d'émission. Pour cette émission, ce sera Zoé qui sera chargée de lire un texte. Elle nous en parlera tout à l'heure, accompagnée de Hugues, notre ingénieur du son. Exactement, Laurence. Ça fait partie des nouveautés de ce nouveau format Plein Phare, de clore l'émission avec un petit temps de lecture d'un texte en lien avec ce dont on aura parlé dans l'émission. Et donc, en général, je lis, mais là, exceptionnellement, c'est Chloé. Zoé. C'est Zoé, excuse-moi. Ça commence bien.
C'est Zoé qui s'y colle et qui avait envie de nous lire un extrait du livre qu'elle va nous présenter. Et en même temps, on va suivre Aude aussi, chroniqueuse pour les sorties expositions à Paris. Exactement. Et moi, cette fois-ci, je vais vous parler de Liu Bolin, qui est à la Maison européenne de la photographie. En même temps, Mehdi aussi s'occupe pour les sorties comiques stand-up. Oui, tout à fait, parce qu'il est important de rire et que rire, ça fait plaisir. Et donc Zoé, tu vas nous parler d'un livre. Voilà, c'est ça. Moi, je m'occupe de la littérature en général et aujourd'hui, je vous ai choisi un chef-d'œuvre. Hein. Je pèse mes mots. C'est un chef-d'œuvre et j'ai très hâte de vous en parler. Et c'est pour ça que tu nous liras un extrait en fin d'émission. C'est ça. Alors peut-être à préciser que cette petite lecture d'extrait se fait en musique live avec notre ami Hugues qui est à la régie et qui pour l'occasion sort de sa cabine, prend sa guitare et accompagne le texte qu'il découvre en même temps que les auditeurs. Oui, bonjour Hugues. Et nous avons un petit coucou aussi pour Camille, notre rédac chef qui n'a pas pu être là et qui fera aussi des chroniques musicales. Et donc on retrouvera sûrement le prochain mardi, qui sera en début octobre. Et puis vous allez aussi découvrir la virgule de Fleur, qui sera des petits moments dans l'émission où Fleur va nous faire découvrir quelques artistes aussi au niveau musique. Tout à fait, c'est une virgule musicale, conceptuelle, qu'on a abandonnée. Et en retenant son souffle. Et dans cette terre, Seta sentit le nez remonter et quitter sa peau qui devenait humide, comme le disait la voix de Sal. Et dans cette terre, le miel. Et Seta sentit la langue de Sal qui lentement se glissait en elle, comme pour chercher ce miel qu'elle découvrait, émerveillée, dans son propre ventre, en train de couler à la recherche d'une sortie. Du miel de châtaignier, poursuivait Sal, continuant à parler dans son corps en la faisant trembler. Âpre et amer, et pourtant sucré. Seta avait le souffle coupé. Sa bouche s'ouvrait et se fermait au rythme des bouffées de chaleur qui enflammaient son ventre. Elle tenait maintenant les bras écartés. Ses mains s'ouvraient et se fermaient en même temps que sa bouche, tandis qu'elle entendait et sentait la voix de Sal qui ne cessait de parler et de vibrer à l'intérieur d'elle dans les profondeurs. Et dans ce miel, la langue de Sal écarta la peau et puis monta. Un bourgeon tendre, délicat, sucré, de la pâte d'amande. Non, chuchota Seta, dans un souffle. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ce mot, qu'elle n'avait jamais prononcé lorsqu'elle avait été violée. Non, répéta-t-elle plus doucement encore, pour que Sal ne l'entende pas. Non, disait-elle encore, en proie à un supplice qu'elle ne connaissait pas, qui ne faisait pas mal et ne déchirait rien. Elle avait l'impression qu'une espèce de mélasse, quelque chose de visqueux et poisseux, sortait d'elle. Un bourgeon clair, continuait Sal, en roulant le bout de sa langue et puis l'élargissant, comme pour montrer à Seta ce qu'elle avait sans le savoir, lui enseigner ce qu'elle ignorait être capable d'éprouver. Un bourgeon clair dans une coquille sombre, comme une huître, comme la perle d'une huître. Sal fit entendre un bruit sourd, satisfait, et poussa plus fort sa tête et sa langue entre les jambes de Seta, accélérant le rythme de ses baisers. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, maintenant je le sens. Le sel du miel. Vas-y petite, ça vient, ça vient. Seta écarquilla les yeux lorsqu'elle sentit le sel, comme l'appelait la voix profonde de Sal, jaillir d'elle, irrésistible, contracter son ventre et lui couper le souffle. Alors que jusqu'ici elle gémissait, elle comprit que c'était uniquement en criant qu'elle pourrait atténuer ce supplice de la chair. « Sal !» hurla-t-elle vaincue. Et Sal releva la tête, il la regarda, souriant. Merci beaucoup Zoé, quel texte effectivement, on en a un petit peu la chair de poule. Merci Hugues pour cet accompagnement. Merci. On vous quitte en espérant que vous ayez passé une bonne émission en notre compagnie. Vous retrouverez toutes les informations sur Fréquence, sur le Facebook. N'oubliez pas que vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel. On vous embrasse, c'était l'émission Plein Phare à mardi 3 octobre en direct à 11h. Et sinon, on se retrouve sur la chaîne YouTube et Facebook. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Au revoir. À bientôt.